Tu peux y aller. Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui sur ce webinaire qui est pour vous présenter les nouvelles obligations 2025 en ce qui concerne donc le nouveau plan fiscal, plan comptable qui arrive. Aujourd'hui, nous allons être accompagnés et c'est donc Francis Meuret, Product Manager sur la ligne 100 et la ligne 1000, ainsi que Nicolas Delarousière qui vont vous présenter cette session. Au programme, donc de 15h à 16h, une introduction et donc le contexte de cette réforme. On va essayer de vous faire comprendre pourquoi la réforme a été initiée pour 2025, les différentes étapes sur les produits ainsi que ce qui va se passer pour les utilisateurs. Bien entendu, les solutions métiers de Sage pour répondre à ces obligations. Ensuite, une conclusion et puis bien sûr une session de questions-réponses en fin de webinaire. Pendant toute la session, vos micros sont coupés, mais vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat ou sur la partie questions du webinaire. Je laisse maintenant la parole à Francis Meuret qui va démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on vous propose avec Nicolas de commencer en fait justement par cette notion de grand texte et de réforme, d'où ça vient. Alors en fait, cette réforme, c'est un processus qui a été assez long. À l'origine, en fait, il y avait une enquête publique qui avait été faite sur laquelle il y a eu pas mal d'entreprises qui ont répondu, pas mal de directeurs financiers. C'est donc une réflexion en fait surtout une orientation en fait qui permet en fait globalement de simplifier un petit peu la compréhension des états financiers. Et sur ce projet aussi, vous avez l'habitude de faire des liasses. Sur ce projet sur les liasses, on voit des années, il y a beaucoup de complexité, de nouveaux feuillets qui se sont ajoutés. Donc, vous voyez, en fait, dans cette réforme s'inscrit en fait dans ce processus de simplification. Donc, en fait, l'origine, effectivement, c'est qu'il y a eu au journal officiel, donc il y a le règlement qui a été publié donc le 30 décembre 2023. Donc, l'origine, effectivement, vous voyez, ça remonte au 4 novembre 2022. Et en amont, il y avait en fait effectivement cette consultation publique. Très important également au niveau de la date d'application. Donc, ce qui se passe, c'est que cette nouvelle législation, quand vous détaillez, donc ça s'applique obligatoirement aux exercices ouverts. C'est aussi important. Donc, c'est uniquement les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Donc, concrètement, si vous êtes en décalage d'exercice, peut-être que vous l'appliquerez par exemple qu'au 1er avril 2025. Autre élément aussi, cette réforme peut être appliquée également en anticipation. J'ai eu un échange la semaine dernière avec des clients qui, effectivement, eux déjà, en fait, qui ont perçu en fait toutes les complexités que ça va pouvoir générer en fait au niveau de leur service et qui ont déjà anticipé, qui commencent à généraliser ce processus déjà maintenant dans leur service comptable. Je vous propose maintenant de recommencer à rentrer dans le sujet avec Nicolas qui va effectivement vous introduire en fait les principaux objectifs en fait de cette réforme. Merci Francis, bonjour à tous. Donc je vais faire comme vous, je vais lire directement le slide parce que je pense que les messages sont clairs. Donc les principaux objectifs de la réforme, c'est faciliter la digitalisation des comptes annuels. Deuxièmement, actualiser les modèles de compte et le plan comptable. Et troisièmement, simplifier ces modèles pour faciliter les comparaisons. Alors au-delà du pourquoi de la réforme, beaucoup plus importants sont pour nous les impacts de cette réforme sur les applicatifs. Et c'est le sujet sur lequel nous allons nous focaliser maintenant. Donc, ce qui va changer, là aussi, sont très explicitement mentionnés dans la réforme. Si vous allez regarder sur le web, partout, toutes ces informations sont largement commentées. Donc, je me contente de lire aussi. Supprimer la technique du transfert de charge. Je crois que Francis va se faire un plaisir de nous expliquer de quoi il s'agit. La redéfinition du résultat exceptionnel. Ça, c'est sans doute une des plus grosses parties de la réforme en tant qu'impact sur la présentation des comptes, etc. Parce qu'au final, effectivement, ça concerne tous les états financiers. Là aussi, Francis aura l'occasion de nous en parler un peu plus. Et enfin, la nouvelle présentation des informations dans l'annexe. Pour résumer un petit peu, la modification, la réforme se traduit par des ajustements du ou des plans de compte
des modifications d'utilisation de ces comptes dans la comptabilisation des événements. On essaiera de lister un petit peu qu'est-ce qui est impacté. Et enfin, toutes les questions d'extraction et de regroupement de comptes dans la présentation des états financiers. Je profite de ce slide aussi pour faire deux rappels. Qui dit ajustement, on aura l'occasion d'y revenir, qui dit ajustement dit également reclassement potentiel. Et deuxièmement, difficulté de comparaison, par exemple, entre deux exercices, l'un avant, l'autre après la réforme. C'est un des aspects qu'on aura à traiter. Et le deuxième rappel, c'est que le plan de compte, comme vous le savez, est normé en France, que le compte est présent dans le fichier des écritures comptables. Donc, dans la théorie, tout changement de compte, de plan de compte, doit être documenté également vis-à-vis de l'administration. Voilà, je m'arrête là. Francis. Eh bien, on vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors voilà, on vous propose comment on a organisé le support avec Nicolas. Donc l'idée, c'est chaque fois de mettre une définition simple, une définition, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça s'adresse à tout le monde, de manière à pouvoir bien comprendre en fait cette réforme. On a essayé de mettre aussi chaque fois la cible de la réforme et les impacts pour vous. Alors, premier sujet qui a été évoqué, effectivement, la partie transfert de charge. Donc ça, c'est un élément clé. Donc globalement, bon, on a dit que c'est une numération comptable qui ajuste le compte de résultat en venant compenser en partie une charge déjà affectée. On peut aussi, il y en a qui interprètent ça un peu comme une écriture comptable qui s'apparente en fait à un système de refacturation. Et en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi ça a été fait, c'est effectivement supprimer cette technique, parce que globalement, en fait, toute la partie transfert de charge, de la manière dont elle est faite au niveau du compte de résultat mentionné au niveau de l'annexe, c'est une technique un petit peu, on va dire, c'est un peu complexe. Et donc, une des aspects de la réforme que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est cette partie simplification. Donc, pour faciliter la compréhension et puis aussi uniformiser en fait la lecture, donc cette notion disparaît. Ça veut dire concrètement pour l'utilisateur. Donc, il va effectivement y avoir de nouvelles habitudes métiers à acquérir, parce que du coup, effectivement, ce qui va être supprimé, donc on a mis l'exemple ici des transferts de charges avec un système d'équivalence. Donc, les transferts de charges passent du 791 au 758. 758, faites le raisonnement, ça devient ici un produit courant. Donc, ça veut dire que les 791, les 796 et les 797 disparaissent. Et donc, on va retrouver cette notion de 649 pour les remboursements de charges de personnel, de 758, donc c'est l'exemple qu'on a cité, les remboursements d'assurance, et puis la partie 708 pour les refacturations diverses. Donc, ça veut dire effectivement qu'on va retrouver souvent cette thématique-là. Il va falloir commencer à habituer vos collaborateurs à utiliser cette nouvelle nomenclature. Ça a été évoqué également tout à l'heure par Nicolas, parce que ça veut dire que des postes qui étaient très isolés, comme les transferts de charges, se retrouvent en fait dans la gestion courante. Ça veut dire que quand vous allez faire des comparaisons d'une année sur l'autre, eh ben, il va y avoir un petit travail complémentaire, en tous les cas, pour bien prendre en compte et expliquer, parce qu'on va pouvoir avoir des différences significatives d'une année sur l'autre, justement à cause de ce reclassement. C'est ce qu'on vous met ici. Autre sujet, donc Nicolas avait évoqué tout à l'heure la partie donc de la réforme du résultat exceptionnel. Je te laisse le commenter. Merci Francis. Donc on revient à une lecture plus en relation avec le titre. Résultat exceptionnel, il s'agit bien de l'exceptionnel. Donc la réforme consiste à insister sur le caractère majeur, significatif et exceptionnel qui justifie l'utilisation des comptes associés. Donc voilà. Donc c'est des nouvelles habitudes métiers à intégrer effectivement, hein, un certain nombre de choses qui étaient pour l'instant classées en résultat exceptionnel ne le sont plus. Pratiquement, ça se traduit par une utilisation de nouveaux comptes et la fermeture des anciens comptes concernés. En termes produits, je dirais l'un des impacts les plus importants, c'est tout ce qui est schéma de comptabilisation des immobilisations. Effectivement, une des choses qui est remarquable dans cette réforme sur le résultat exceptionnel, c'est que toutes les cessions d'immobilisation passent, sauf contre-ordre,
dans le régime normal, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus classés en résultats exceptionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comptes 675, 775, effectivement, sont transférés dans d'autres comptes. Très souvent, les écritures d'immobilisation et de cession en particulier sont automatisées dans vos applicatifs et il va y avoir donc des modifications de ces plans de compte, de ces schémas de compte à effectuer sur votre applicatif. Très curieusement d'ailleurs, pour une raison que je ne m'explique pas tellement, tout ce qui est comptabilisation du dérogatoire ne change pas. Donc le dérogatoire continue à être comptabilisé en tant que résultat exceptionnel, probablement pour des questions de comparaison internationale. Francis, si tu veux bien passer. L'autre impact, du coup, effectivement, ça va être effectivement sur la partie, on a évoqué légèrement tout à l'heure, la partie état financier. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les états financiers? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour les gens qui sont au régime réel normal, on a beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés à comparer une entreprise, par exemple, entre un régime simplifié et un régime réel normal. Donc, l'idée, effectivement, c'est que là-dessus, en fait, il y a un effort important qui est fait sur cette partie simplification. Donc, ça veut dire qu'ils conservent dans les règles de base, en fait, uniquement 2 modèles de bilan. Donc, on a mis ici en tableau avant répartition et de compte des résultats en liste. Et donc, du coup, il y a cette notion de fusion pour le système de base et le système abrégé. Et on retrouve cette même logique, d'ailleurs, on verra tout à l'heure au niveau des comptes. Donc, ça veut dire qu'on va être demain en mesure de comprendre et de comparer beaucoup plus facilement une entreprise avec une autre, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est pour ça que sur la réforme, vous verrez, on va s'inscrire sur différents temps, en tous les cas d'un point de vue produit. Donc globalement, si on se positionne côté produit, ça veut dire que sur tous les étapes préparatoires, donc un certain nombre d'applications proposent des bilans ou des étapes préparatoires, tous ces éléments-là vont être vus. Il y aura un système de reclassement, il va falloir un système de recodification pour effectivement assurer ces comparaisons. On a ça au niveau des applications. On va avoir la même logique cette fois-ci après au niveau des plaquettes de l'alias fiscale, donc sur les plaquettes, sur les annexes, comment vous avez l'habitude de les appeler. Et ensuite, il y a l'effet suivant, donc d'un point de vue calendrier, c'est que cette réforme, elle va démarrer donc au 1er janvier 2025 avec les comptes. Ça va se répartir cours 2025, effectivement, avec les états, les modèles, les nouvelles comparaisons que vous allez faire. Et par effet de rebond, en 2026, avec la campagne fiscale EDI, du coup, on aura effectivement cette fois-ci la totalité de la réforme avec les nouveaux États complètement réformés, la fusion des différents régimes, en tous les cas en termes de présentation. Donc, on vous a mis également un exemple pratique. On vous a mis simplement des choses qu'on a souvent, on rencontre souvent au niveau des entreprises. Donc, effectivement, dans les suppresseurs, donc les modèles du bilan en liste, et après répartition de résultats, ça disparaît. Les modèles du système développé, ça disparaît également. C'est sur tous les cas tel que c'est apprécié actuellement au niveau de la réforme. Donc la base de la réforme, il s'agit bien de ça, hein, c'est la modification du plan comptable, hein, qui vise à uniformiser effectivement les plans comptables de base, abrégés, développés, vers un plan unifié. Avec la notion de compte obligatoire facultatif, je reviendrai là-dessus, effectivement, le législateur, il n'est pas question de supprimer une certaine souplesse dans l'utilisation des plans de compte et donc la possibilité d'utiliser des comptes pour des besoins business reste évidemment entière. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de créer des nouveaux comptes conformes à la nouvelle nomenclature et les subdivisions éventuelles, la mise en sommeil des anciens comptes, pratiquement leur fermeture pour que leur utilisation ne soit plus courante, la réimputation, c'est-à-dire le transfert de compte à compte quand ça a lieu d'être, en particulier au moment du cut-off, et tout ça, bien sûr, génère des changements d'habitude métier et des adaptations des plaquettes, de l'alias fiscale, du bilan, du résultat, etc. Deux commentaires complémentaires pour faire le lien finalement avec les produits. Suivant la solution Sage que vous utilisez, les modifications du plan de compte peuvent être plus ou moins anticipées et les reclassements plus ou moins automatisés. Donc voilà.
La deuxième chose, c'est qu'on parle de plan de compte. En fait, il peut y avoir plusieurs plans de compte. En particulier, les plans de compte spécifiques à des verticaux, le plan de compte des assurances, le secteur associatif, ou ce genre de choses, qui sont également concernés, bien entendu. Et la deuxième chose, quand on parle de plan de compte, c'est que certaines solutions proposent de gérer plusieurs plans de compte qu'il s'agit éventuellement d'aligner, de synchroniser. Hein, des plans de compte groupe, des plans de compte sociaux, des plans de compte analytiques en fonction des cas. Voilà. Pour continuer sur les impacts, il y a aussi une réforme importante concernant l'annexe. Donc, si on se projette effectivement plutôt sur la partie de la fiscale, donc effectivement, donc c'est prévu dans la réforme. Donc, on a vu un certain nombre de suppressions de modèles, mais il y a également de nouveaux modèles et surtout de nouvelles obligations. Ce qui a été publié en fait dans la réforme, il y a un tableau qui a été publié en fait qui combine en fait la taille d'entreprise, le régime de l'entreprise, et en fonction de ces éléments-là, ça va donner en fait un certain nombre de données obligatoires au niveau en fait de la plaquette. Donc, l'objectif, même chose. On retrouve cette dynamique d'homogénéité entre les entreprises. En tous les cas, voilà, une comparaison beaucoup plus facilitée. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont changer en fait dans nos habitudes en fait de gestion. C'est-à-dire que par exemple, le tableau de flux de trésorerie, ça devrait bouger. Les modèles de tableau de financement, ça bouge. Ce que j'évoquais également, c'est toutes les nouvelles grilles de répartition, donc toutes les nouvelles obligations qui vont être attachées par rapport aux entreprises. Donc en fonction j'ai mis ici en fonction de la partie, si c'est une entreprise morale, une personnalité physique ou morale, de la taille. Il y a aussi cette notion de taille qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Pour l'instant, on avait surtout la partie uniquement régime. Maintenant, ils introduisent également cette notion de taille d'entreprise avec le fait effectivement d'avoir obligatoirement ou pas telle ou telle information. Et ça veut dire aussi, ça veut dire que du coup, côté les plaquettes et logiciels de l'IA fiscale, il va y avoir des modifications très importante qui va être opérée, et ça veut dire aussi qu'en termes de diffusion des informations, diffusion des états, c'est-à-dire que des états que vous avez l'habitude de manipuler, il y aura un petit temps d'adaptation pour reprendre les bons postes, s'orienter, identifier et surtout neutraliser, expliquer en tous les cas les écarts qu'il pourra avoir d'une année sur l'autre, notamment dans cette phase de transition. Ce qu'on vous propose pour rentrer encore un peu plus en détail en fait dans cette réforme, on a identifié un certain nombre en fait d'exemples concrets au niveau de cette réforme. Et on va peut-être commencer par le plus anecdotique, la disparition du compte 514 chèques postaux. Donc là, il s'agit bien de solder des distinctions qu'on pourrait qualifier de subtiles et qui n'ont plus lieu d'être, si tant est qu'elles se justifiaient à un moment donné. Et d'ailleurs, je serais bien incapable de vous dire pourquoi le législateur avait jugé utile de refléter ces différences banques postales et banques pas postales dans le PCG. Mais bon, c'est une autre question. Toujours est-il que le compte 514 disparaît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a matière à revoir un petit peu l'utilisation de ce compte, en particulier sur les moyens de paiement. J'attire votre attention aussi que si vous utilisez le compte 514 ou les comptes 514 avec leur déclinaison, ce sont des comptes de bilan. Donc, la conséquence, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, après le cut-off, solder ses comptes. Autre exemple dans cette réforme, et ça peut être également très impactant, en fait là, c'est la suppression des comptes 400-410. Alors, historiquement, même chose, il y a eu un petit peu, normalement c'est un peu moins utilisé, mais c'était lié effectivement beaucoup au système abrégé. Donc là, maintenant, on retrouve cette dynamique d'harmonisation, donc quel que soit le régime, avec ce nouveau plan comptable, avec cette notion de plan de compte obligatoire, de compte facultatif, cette notion-là disparaisse. Donc on se retrouve avec un plan unique, ça veut dire que vous, d'un point de vue utilisateur de vos applications, si vous utilisez encore ces comptes, donc 400 ou 410, vous allez devoir les remigrer soit vers des 401, soit vers des 411. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de travail, c'est ce qu'évoquait Nicolas. Ça veut dire que vous allez régénérer vos à nouveau d'une manière classique. Et ensuite, sur l'année suivante, vous allez devoir assurer ce transfert des 400 vers les 401
Attention, s'il y a du lettrage, il faudra remettre effectivement les comptes au sommeil. Pour certaines applications, il y a également ces comptes sont utilisés soit individuellement, soit avec cette notion de compte collectif. C'est-à-dire qu'il y a des solutions sur lesquelles vous allez devoir réassocier en fait ces comptes collectifs aux comptes tiers. Donc ça dépend en fait de l'application qui est utilisée. Donc même chose, ça veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal. Typiquement, c'est le genre de tâche qui peut être assez importante en fait en début d'année pour neutraliser en fait tous ces anciens comptes et puis toujours avoir le même réflexe. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon état comparatif? On reviendra un peu plus sur ce sujet avec Nicolas tout à l'heure. C'est sans doute, si je peux rajouter juste un commentaire, c'est sans doute un des sujets les plus impactants de la réforme. Parce que qui dit compte 40 et qui dit compte 40 touche en fait aux échéances, touche en fait donc au paiement et touche éventuellement à la déclaration de TVA. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le sujet sur lequel il faut se pencher le plus si vous êtes dans le cas où vous utilisez des anciens comptes qui n'ont plus lieu d'être. La même chose, tu as raison Nicolas, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui utilisent ces comptes-là, qui sont exploités par exemple aussi sur les rappels relevés, les relances. Donc ça veut dire que toutes ces procédures-là, sur lesquelles vous aviez une sélection peut-être sur les 400, bah, même chose, tous ces éléments-là doivent être vus également. Voilà. Donc ces comptes-là, 40, etc., font partie des comptes de bilan avec des correspondances. Qui dit, encore une fois, qui dit compte de bilan, dit retraitement post-cut-off, clôture de l'exercice. Donc voilà. Donc ça, c'est probablement le fait le plus important, c'est qu'il y a une procédure post-cut-off à établir et les outils que vous utilisez sont là pour vous aider et avec leurs différentes fonctionnalités, permettent de plus ou moins automatiser la passation des écritures de reclassement. Voilà. Une petite précision, je rajoute juste parce que là, ce qu'on vous a mis avec Nicolas, c'est vraiment des exemples. Donc les comptes quand vous projetez là, c'est pas une liste exhaustive. On a fait une sélection en fait des comptes qui sont le plus couramment utilisés pour mieux appréhender cette réforme. Donc on a effectivement ces comptes on a des comptes avec des correspondances, mais on a également des comptes qui sont tout simplement supprimés. On l'a évoqué tout à l'heure sur une partie. Donc typiquement, on va avoir trouvé ici les 400, les 400, les 410. Mais il y a un certain nombre de comptes, même chose, qui vont être supprimés, sur lesquels il n'y a pas de destination. Donc ça veut dire que, même chose, il va y avoir la procédure d'un nouveau, il va y avoir une procédure d'extourne. Et là, il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de lien, il n'y a pas de correspondance directe. Et même chose, il y a cette nouvelle dynamique, ces nouvelles habitudes métiers. Et pour effectivement que ça se passe dans les meilleures conditions, ça veut dire aussi que ces comptes-là auront été mis en sommeil pour éviter une utilisation abusive et redétourner en fait ces éléments sur l'exercice suivant. Juste une petite évidence, hein, quand on parle de supprimer, c'est d'un point de vue système et applicatif, il s'agit d'une suppression logique, c'est-à-dire d'une mise en sommeil ou d'une fermeture. En aucun cas une destruction physique des enregistrements. Mais bon, ça c'est une évidence. Ouais, il faut conserver toujours cette dynamique en fait de comparaison inter-exercice. Donc sur les comptes de bilan obligatoires, facultatifs, etc. Bon, ça c'est relativement classique, hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'insiste juste sur le fait que, comme je le disais en introduction, il ne s'agit pas de normaliser et de structurer les plans de compte de façon rigide. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser certains types de comptes si vous en avez besoin. Et à l'intérieur des classes de comptes qui sont réputées obligatoires, vous avez toujours la possibilité évidemment de les décliner pour vos besoins propres, internes, hein, vos process et la manière de comptabiliser les choses. Donc voilà, on a toujours la notion de compte obligatoire facultatif et de subdivision totalement libre, heureusement, j'allais dire. Donc après les comptes qui ont des équivalences, les comptes effectivement avec cette notion obligatoire facultative, il y a une autre petite subtilité de la réforme, et ben on arrive à cette fois-ci sur les comptes de bilan modifié. Alors là effectivement c'est
un peu moins impactant, en tous les cas dans le métier de comptabilisation. En fait, quand on met ici, c'est des exemples en fait de comptes modifiés. Vous voyez, en fait, c'est simplement au niveau des intitulés que ça bouge. Donc, il y a un ajustement des libellés. Il est également probable que quand on voit un ajustement des libellés en fait au niveau des comptes, ça veut dire qu'on probablement également sur la partie liasse, on va retrouver certainement un nombre de requalifications des différents postes. Donc typiquement, voilà, on avait ici des amortissements des IMO incorporels, et ben ça devient des amortissements des immobilisations incorporelles. Enfin voilà, il y a beaucoup de ça simplement où c'est requalifié. Ça veut dire aussi, ça pose aussi un certain nombre de questions, c'est ce qui avait été évoqué tout à l'heure par Nicolas. Est-ce que du coup, parce que quelque part, toutes ces mentions-là, est-ce qu'elles devraient être mises dans l'annexe au titre des changements de méthode, ainsi de suite. Donc ça devrait également être précisé. Donc ça veut dire aussi de votre côté, l'idéal, c'est quand même d'uniformiser au mieux par rapport à la nomenclature des comptes, c'est-à-dire profiter pour réajuster ces libellés, et on adaptera également les différents postes au niveau des bilans, des résultats, que ce soit les documents préparatoires ou les documents officiels EDI, un petit peu plus tard en termes de calendrier. Donc, on va avoir exactement la même discussion sur les comptes de résultats. À un bémol important près, c'est que les comptes de résultats, par définition, ils ne sont pas reportés dans les process de cut-off, et donc les procédures s'en trouvent simplifiées. Donc, je dirais que, à part probablement les comptes associés à la cession d'immobilisation dont j'ai déjà parlé, je pense pas que la réforme ait beaucoup d'impact finalement sur le fonctionnement général de l'application et sur tout ce qui est automatisé, sauf en ce qui concerne peut-être des interfaces potentielles qui véhiculeraient des écritures dans des comptes qui n'ont plus lieu d'être, ou des modèles pour les produits qui savent le faire, des modèles d'écriture, des écritures automatiques ou ce genre de choses. Voilà. Mais je dirais que l'impact est relativement plus limité que sur les comptes de bilan. Il y aura un petit peu moins de travail effectivement en début d'exercice, il y aura seulement un travail complémentaire, mais c'est plutôt au niveau de l'analyse, au niveau de la restitution, au niveau des états, puisqu'on voit l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure, qui avait été évoqué par Nicolas, toute la partie sur les sessions, notamment au niveau des IMO, on le voit bien ici, et puis également cette notion de regroupement, où avant on avait cette séparation IMO à corpo, IMO corpo, IMO financière. Là actuellement tout ça est regroupé. Donc après, ces comptes résultats avec des correspondances, on va retrouver la même logique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau du résultat. C'est des comptes en fait qui sont tout simplement supprimés. C'est un peu moins impactant, même chose. Même chose, ça veut dire aussi qu'en début d'exercice, il va falloir, une fois que votre résultat est établi, que vous avez fini en fait les écritures de l'exercice 2024, c'est aussi de penser à mettre en sommeil tous ces comptes de manière à éviter leur utilisation, éviter toute distorsion. Et on retrouve ici typiquement toute la partie transfert de charge. Et même chose après au niveau des comparaisons au niveau des États, il y a quand même pas mal de postes. Je pense que les premières liasses, en tous les cas, quand vous allez faire une situation, je sais pas, au mois de juin 2025, il va falloir un peu avoir de pédagogie, d'expliquer effectivement, parce que du coup, on risque d'avoir quand même des différences assez substantielles sur les postes restitués au niveau des États. Maintenant, si on se projette également, on va essayer de vous donner un peu une nomenclature un petit peu produit. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue produit? Donc, vous avez bien vu on a parlé des différents tâches d'utilisateurs, mais il y a différentes étapes également en termes de produits. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Fin 2024, globalement, donc, il va y avoir effectivement d'un point de vue produit des choses à faire notamment au niveau de votre comptabilité. Donc, il va y avoir une adaptation du plan comptable. Les applications qui livrent des jeux d'essai, ainsi de suite, bien entendu, ces jeux d'essai vont être adaptés. Même chose pour les applications qui livrent des étapes préparatoires, si bilan, si le compte des résultats, solde intermédiaire de gestion, tableau de financement, ainsi de suite. Tous ces éléments-là vont être normalisés avec la nouvelle nomenclature. Et surtout, et c'est là que le travail est le plus sensible, on va dire, c'est qu'on va devoir garantir que lorsque je compare mes données avec mes comptes 2025 et je vais faire une comparaison entre mon premier trimestre 2025 et mon premier trimestre 2024, il va falloir qu'on essaye d'avoir une certaine homogénéité de la présentation. Donc
c'est un travail qu'on a déjà commencé à faire pour effectivement essayer de réorganiser les postes pour avoir une présentation logique. C'est-à-dire que globalement, quand on va faire du paramétrage, ou même vous, si vous avez fait vos propres états, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une comparaison, et bien entendu, je sais pas, un bilan équilibré, accessoirement, balance, ainsi de suite, ça veut dire qu'effectivement, en termes de paramétrage, on va cumuler en fait dans le paramétrage 2025 à la fois les nouveaux comptes et à la fois les anciens comptes pour effectivement conserver cette homogénéité. Donc ça, c'est ce qui va plutôt être fait au niveau des applications. Autre élément typiquement qui est autre sujet qui est typiquement impacté, c'est la BI. Donc sur les solutions de BI, même chose, il y a différentes solutions en fonction au niveau des produits. Donc là, l'objectif en fait, c'est on privilégie plutôt en fait le fait de dupliquer. Donc on va demander en fait à dupliquer tous les modèles qu'on peut avoir au niveau de la BI. Sur que vous pourrez sortir à tout moment des éléments normes 2024 ou 2025 ou bien entendu c'est états mixtes. Donc ça, on va dire, c'est sur la partie vos comptabilités, vos solutions de BI, sur lesquelles vous avez ces nomenclatures comptables à impacter. Ensuite, il va y avoir une seconde étape. Donc, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure dans les sujets, la partie plaquette. Donc, je vous ai évoqué tout à l'heure les nouvelles obligations du contenu de la plaquette, mais effectivement, ces nouveaux comptes, ainsi de suite. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a prévu, donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est, si je parle d'état comptable et fiscaux, donc là, pour l'instant, on va privilégier plutôt post-campagne 2025. L'idée, c'est que lorsque vous faites vos déclarations de l'exercice 2024 en 2025, vous ne soyez pas trop embêtés avec cette réforme qui est spécifique à 2024. Donc l'idée, effectivement, vous allez travailler avec vos plaquettes habituelles, et ensuite, dès que la campagne va être finalisée, on va proposer via une mise à jour fiscale d'intégrer effectivement les nouveaux états, les nouveaux modèles de plaquettes. Même chose, on va faire quelque chose au niveau des équipes pour créer une identification facile au niveau des plaquettes. Est-ce que je sélectionne une plaquette norme 2024 et est-ce que je sélectionne une plaquette norme 2025? Donc ça, c'est sur la partie étable et comptables et fiscaux. Même chose en fonction des lignes de produits, notamment FRP1000 ou X3. En fait, on a une autre solution qui est Sage Fiscalité. Donc là, sur Sage Fiscalité, on va un petit peu anticiper. Pourquoi? Parce que Sage Fiscalité est utilisée par très grandes entreprises, des grands groupes. Et en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le client qu'on a rencontré la semaine dernière. Ils veulent travailler par anticipation. Ils veulent voir justement un petit peu percevoir tous ces impacts en termes d'explication, parce qu'en termes de communication, vous imaginez bien effectivement que entre ces différentes normes, vu les différences substantielles qu'on peut avoir au niveau des certains postes de gestion, il va falloir être en mesure d'expliquer et habituer notre banquier, nos associés pour effectivement appréhender ces éléments-là. Donc avec ces fiscalités, c'est quelque chose qui est prévu au niveau de cet été. C'est un travail commun sur lequel on va organiser entre la partie F et la partie cette fiscalité, de manière à avoir quelque chose de très homogène. Donc là, on va proposer donc les nouveaux modèles de plaquettes, l'actualisation des états, et puis du coup, même chose, ces états comparatifs avec la gestion de cette double nomenclature. Typiquement, d'ailleurs, si je m'attache en fait à l'alias fiscal, déjà actuellement, si vous prenez les nomenclatures qui sont prévues au niveau du régime réel normal et au niveau du régime simplifié, vous avez déjà vu qu'actuellement, il y a des distorsions. Dans le régime réel simplifié, il manque des morceaux. En fait, même chose au niveau des liasses, c'est des sujets qu'on a arbitrés, on a une correspondance parfaite. On va refaire effectivement ce même processus entre ces normes 2024 et 2025. Et ensuite, je l'ai introduit un petit peu tout à l'heure, c'est que du coup, sur la déclaration de l'exercice 2025, donc qui va se passer sur la campagne 2026. Donc la même chose, donc il y aura une mise à jour fiscale qui va permettre d'intégrer toutes les nouvelles rubriques EDI. Et il est fort probable, donc tous les cas, c'est comme ça que ça se dessine, que du coup, même au niveau des états, au niveau de l'alias, il va y avoir des modifications substantielles au niveau de la restitution des états de gestion. Et puis vous voyez effectivement ce qui est évoqué tout à l'heure, la suppression, en tous les cas, sous caractère vraiment exceptionnel, tous ces éléments-là, c'est quelque chose qui actuellement est très identifié au niveau de l'alias. Donc tous ces éléments-là vont être fusionnés, vont être modifiés, donc il va y avoir un impact fort également sur cette partie. Donc c'est important que vous ayez ces éléments pour vous, en fait, avec ces trois étapes, fin 2024, la prise en compte du plan de compte, ainsi de suite, en 2025, et la finalisation à partir de l'alias de 2026. Donc, parlons un peu des différentes étapes pour vous, essayez de voir concrètement par quoi ça va se traduire, l'application de cette réforme. Donc, vous avez compris, ça concerne vos logiciels, votre métier, vos procédures,
et votre comptabilité. Donc, en ce qui concerne la mise à jour des applications, en tout cas, ce qui concerne les applications Sage, Francis vous a donné un bon aperçu, je crois, de la roadmap. Il faut que dans votre raisonnement, vous incluiez éventuellement des verticaux ou des applications complémentaires que vous utilisez au jour le jour. Donc, dans cette planification des travaux. Et puis, bien entendu, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de procédures qui vont changer, essentiellement d'ailleurs par ailleurs sur tout ce qui est OD directement comptable. Et donc, il y a une petite formation probablement utilisateur à faire dans vos équipes. En ce qui concerne un chapitre qu'on va appeler paramétrage, donc il y a tout ce qui concerne l'actualisation du plan. J'ai insisté sur le fait que les plans, ils étaient personnalisés par définition. Donc ça, c'est un travail que vous aurez à faire, actualiser votre plan de compte. Plus un certain nombre de paramétrages complémentaires liés à des process existants et qui utilisent des comptes qui seront changés. On vous a donné l'exemple du journal de Trésor 514 à changer puisqu'il disparaît. Mais il y a également, chose qu'on oublie souvent d'un point de vue véritablement standard, toute la gestion au jour le jour automatisée. Et j'inclus dedans, pour les produits qui savent le faire, toutes les questions de modèles d'écriture, de schémas comptables, d'écriture automatique, etc. Donc ça, il va falloir effectivement ajuster ces process pour faire en sorte que ça fonctionne correctement en 2025. Ensuite, une étape incontournable qui est le retraitement des reports à nouveau, hein, pour les comptes de bilan qui ont changé ou qui disparaissent. Et puis, passer en revue un petit peu les états que vous auriez été amené à personnaliser, le bilan, le SIG, etc., etc. Et enfin, post-cut-off, la mise en sommeil des anciens comptes, l'ajustement des modèles d'écriture, etc., des plaquettes et tout ce genre de choses. Voilà. Donc, pour résumer, peut-être, Francis, si on passe au slide ultérieur, celui-là. Donc, comme toujours, en fait, il faut raisonner IT, c'est un bien grand mot, mais IT plutôt que solution. Donc, d'ores et déjà, enfin, il y a plusieurs étapes. Hein. Déjà, comprendre la réforme. Et quand je dis comprendre, c'est comprendre les impacts de la réforme. J'espère que sur le contenu et le contour de la réforme, les choses sont à peu près claires. Deuxièmement, il y a une étape de préparation, essayer d'anticiper au maximum le switch. Et enfin, l'exécution, c'est-à-dire que j'associe plutôt aux travaux de clôture et post-clôture. Donc, comprendre, hein, il s'agit de raisonner, comme je le disais, IT, hein, pas seulement raisonner sur l'application 700, 7000, etc., mais voir également tous vos flux d'informations entrant-sortant qui se basent sur des comptes. Ces comptes, effectivement, peuvent changer. Donc, il y a des impacts potentiels sur d'éventuels spécifiques, des verticaux métiers, des interfaces entrantes, sortantes, etc., la façon de sélectionner les choses, tout ça. On a parlé un petit peu de BI de façon plus étendue, tout ce qui est reporting externe, solutions de BI et de consolidation, il faut jeter un coup d'œil. Je ne veux pas surévaluer les changements potentiels, hein, mais il faut prendre en compte ça. Ça ne veut pas dire que c'est un des gros projets, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte l'intégralité des impacts potentiels dans votre contexte. Donc, sur la préparation, la mise à jour de la solution, bien évidemment, les plans de compte, le reporting, le paramétrage des états financiers, etc. Et les impacts contextuels, hein, contextuels à votre façon de travailler, c'est-à-dire
vos spécifiques, verticaux, interfaces, etc. Et enfin, pour ce qui est les travaux de clôture et post-clôture, et bien toujours la même chose, hein. Les mises à jour des paramétrages qui ne peuvent pas être anticipés, et en particulier tout ce qui est retraitement pré- et post-clôture. Et tous les impacts contextuels, hein. Là aussi, changer d'éventuels spécifiques, verticaux métiers, interfaces, etc., etc. Voilà, donc d'une manière générale, sans essayer d'exagérer l'impact de la réforme, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut jeter un coup d'œil pour voir si vous êtes impacté ou pas, pour que tout se passe bien au final. Si on peut peut-être passer au slide suivant. Alors, outre effectivement ces nombreuses informations déjà partagées par Francis et Nicolas, on voulait également vous préciser que vous avez du contenu sur le blog qui peut également vous aider, vous éclairer. Donc sur sedge.com, rubrique blog, vous avez un certain nombre d'éléments de littérature sur les aspects réglementaires et légaux. Donc, je vous invite à aller les consulter. Je voulais également vous faire part, enfin vous rappeler que nous avons une newsletter sur LinkedIn avec du contenu à valeur que nous publions chaque mois, une fréquence de chaque mois ou tous les 2 mois, ça dépend. Mais si tu peux avancer sur la slide suivante, Francis, s'il te plaît. Vous allez retrouver voilà, les thèmes abordés, la prochaine thématique qui arrive normalement la semaine prochaine sera sur les nouvelles armes du DAF. Donc nous reviendrons justement sur tout ce qui est actualité pour les DAF et nous parlerons IA également. Un sujet sur lequel nous avons beaucoup de demandes en ce moment. Et je voulais également vous parler rapidement des prochains webinars que nous aurons donc sur les lignes 100, 1000 et X3. Donc sur la ligne 100, je vous invite à aller également sur sedge.com, rubrique événements webinars, et vous retrouverez toute l'actualité, tous les webinars, toutes les démos qui sont proposées, parce qu'il y a beaucoup de démos sur Sedge 100. Sur Sedge X3 et sur Sedge FRP 1000, les prochaines actualités, c'est pour les sorties de release. Donc pour X3, c'est le 25 juin à 15 h et vous pouvez vous inscrire dès à présent grâce au QR code affiché. Et pour FRP 1000, ce sera le 9 juillet. Donc inscrivez-vous dès à présent également. Voilà, écoutez, nous allons prendre les questions maintenant, si vous en êtes d'accord, Francis et Nicolas. Il y a eu pas mal de questions posées au fil de l'eau. Donc, Francis, Nicolas, est-ce que vous pouvez les reprendre peut-être de manière chronologique? Il y en a pas mal, effectivement. Alors. Il y en avait une toute première qui disait ouvert en 2025, veut-il dire que dès le 1er janvier, les comptes doivent être mis en place, ou que cette mise en place peut se lisser sur 2025? Moi, je le ferai tout de suite, tout de suite début, parce que ça veut dire qu'autrement, si vous n'avez pas fait cette migration avant, les utilisateurs, vos collaborateurs vont commencer à utiliser des anciens comptes, ils vont avoir un mix, vous allez devoir réextourner, ça va complexifier énormément les choses. Donc moi, il vaudrait mieux l'anticiper même. Je pense qu'il vaut mieux s'y mettre le plus tôt possible, effectivement. Après, vous avez bien compris que c'est surtout sur les communications fiscales fin 2025, fin 2026, on va dire, que l'impact va être véritable. Donc, effectivement, vous avez du temps. Mais d'un point de vue pratique, il faut, si vous êtes prêt au 1er janvier 2025, ça serait parfait.
Alors, il y a une question aussi sur la liste exhaustive des transcodifications. Pas encore, il y a une bonne partie qui est faite, mais c'est encore un travail qui est en cours. C'est à ça que je pensais quand j'évoquais tout à l'heure le sujet qui est fait entre ECF et la partie siège fiscalité. C'est un travail qui est en train d'être réalisé par les équipes et sur lequel justement on a un certain nombre d'arbitrages à évoquer sur des comptes non pourvus qui rentrent plus dans les anciennes nomenclatures. Il y a une question aussi sur la partie support. Oui, Isabelle, je suppose que le support, le replay, le support sera mis à disposition. Il y a une question sur l'exhaustivité des comptes. Attention, je reprécise bien ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on vous a mis avec Nicolas. On a pris quelques exemples. L'idée, c'est on vous a pris des exemples de comptes courants qui sont utilisés par le maximum de personnes. Donc, c'est la liste qu'on vous a donnée ici. Ce n'est pas du tout exhaustif. C'est vraiment des extractions uniquement qu'on a faites parmi ces modifications. Comment faire les comparatifs N et N-1 si des comptes disparaissent? Alors, typiquement, ce qu'on va faire, si je prends le compte, je m'imagine, donc je suis en train de paramétrer, je veux dire, voilà mon compte de résultat. Et dans mon compte de résultat, en fait, je veux effectivement mon histoire, par exemple, ma session VNC. Ce que je vais faire, donc si je me positionne sur 2024, je vais avoir que mon 675. Quand je vais me projeter en fait sur le paramétrage 2025, je vais mettre les deux, je vais mettre le 675, mais également le nouveau compte, le 657, de manière à ce qu'on ait cette uniformité de comparaison entre les deux exercices. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Exercice. Il y a la question de savoir si mouvementer les RAN au début de l'exercice, ça pose un problème ou pas, puisque les comptes seront toujours existants. Pour moi, ça pose absolument aucun problème. C'est le solde de la situation antérieure, on va dire, et le redépart sur une situation normale. Le seul impact, effectivement, qu'il va y avoir, en même chose, ça dépend des applications. Les applications, par exemple, si vous projetez sur la balance, en fait, il va y avoir ces mouvements, en fait, ces contrepassations, elles vont apparaître dans les mouvements de la balance, qui va effectivement neutraliser ces extournes. Par contre, si vous raisonnez au niveau des liasses fiscales, comme les liasses fiscales, de toute manière, ne traitent qu'à partir du solde des comptes, donc c'est ce que vous évoquez, Nicolas, donc du coup, elle n'apparaîtra pas sur la partie liasse. Je remercie la personne qui explique l'existence du compte 514 sur le fait que la Poste était un établissement financier et non pas une banque. Voilà. Donc, nous avons l'explication. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore après? Pour un exercice à cheval sur 2024-2025, est-ce que c'est l'ancien plan comptable ou le nouveau? Alors, même chose, pour ça je répète, c'est important de comprendre ça, ce qu'on a mis en introduction, c'est des exercices ouverts à partir. Donc, imaginons que, dans votre cas, vous clôturez le 31 mars 2025, vous appliquerez le nouveau comptable à partir du 1er avril 2025. Donc, c'est pour ça, cette notion, c'est d'exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025. Au vu de cette roadmap, quelle release X3 va embarquer les mises à jour standards de la solution pour se mettre en conformité? Nicolas. Alors, en ce qui concerne cette question, la réponse est la suivante. On va apporter des modifications sur la release 2024 R2 qui normalement est disponible à partir de fin octobre 2024. Donc 2024 R2 fin octobre 2024. Qu'est-ce que cette release va apporter? Elle va apporter des modifications sur effectivement la constitution des états financiers, bilan, compte de résultats, etc. Prenant en compte la nouvelle nomenclature, on va actualiser les plans de compte. Il y a quand même un petit bémol sur lequel il faut faire attention, c'est que en aucun cas on va s'amuser à vous changer vos plans de compte et vos bilans et vos comptes de résultats. Donc, en parallèle de cette livraison, qui sera surtout utilisable pour les nouveaux clients qui installeront à ce moment-là le pré-paramétrage de X3, au-delà donc de ces modifications de paramétrage, on va produire ce qu'on appelle un how-to guide qu'on a l'habitude de produire et qui va essayer de vous expliquer en gros ce que vous avez à faire.
encore une fois, les plans de compte sont tellement spécialisés, spécifiques à chaque entreprise, qu'il est difficile, si vous voulez, d'envisager une moulinette qui vous change tout du jour au lendemain. Ça ne me semble pas raisonnable. Ça, c'est important, effectivement. C'est vous qui allez conserver cette maîtrise. Nicolas vous a donné l'exemple sur X3. Je vais vous donner aussi un exemple, par exemple, sur FRPI, par exemple, par rapport au décalage d'exercice qui avait été évoqué. Ça sera par un patch. Donc, c'est vous qui allez décider quand est-ce que vous voulez l'appliquer. Il est hors de question d'arriver comme ça. C'est vous qui devez vous préparer, qui devez maîtriser. Donc, vous conservez, vous, la chaîne d'information, les nouvelles procédures comptables. Les applications ne sont là que pour vous accompagner. On va évidemment pas se permettre d'interagir de manière brutale en fait au niveau de votre système de gestion. En fait, je réinsiste sur une des choses que j'ai dit. Cette réforme a des gros impacts, mais il faut quand même pas exagérer les impacts en termes de système d'information, etc. C'est surtout au niveau de votre fonctionnement, ce qu'on appelle le business as usual, la façon dont vous rentrez vos écritures, vous comptabilisez vos événements qui ont un impact. Et là, la solution peut pas énormément vous aider. Le plan de compte, il est le vôtre. Par contre, on va essayer de vous guider. Voilà. Il y a aussi quelques questions sur les... En fait, il y a pas mal de choses qui ont été publiées directement sur l'ANC, hein, sur le détail. Alors, c'est lecture est un peu complexe, mais il y a déjà des éléments qui ont été publiés sur les comptes, sur ce qu'évoquait tout à l'heure Nicolas, sur la partie assurance, ASOS. Tous ces éléments-là sont déjà décrits en fait au niveau de la doc de l'ANC et dans les arrêtés en fait de l'administration. Il y a une question, alors j'ai peur que ça soit une question qui soit très liée à une solution que je connais bien. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer les contre-porting automatiques via un fichier, ce genre de choses? Alors, d'une manière générale, chaque application vous propose ces outils qui ont le mérite d'exister, etc. En ce qui concerne X3, mais j'en suis persuadé, toutes les autres solutions, effectivement, vous avez la possibilité d'importer des fichiers CSV, Excel, etc. Donc, effectivement, quand on parle de préparation, c'est en particulier ça, c'est constituer votre fichier qui va vous permettre, en appuyant sur un bouton, de vous mettre à jour sur les plans de compte, etc. Typiquement, du coup, Nicolas, je vais aussi donner un exemple. Par exemple, aussi dans le cas sur X3, on a aussi le cas sur la 100. Par exemple, sur la 100, sur chaque compte, en fait, on peut, alors ça dépend de l'utilisation, on a un certain nombre de clients qui utilisent le contre-porting pour donner en fait une restitution d'un bilan compte résultat dans une autre norme. Donc, par exemple, nous, on livre bilan compte résultat anglais, par exemple. Et ben, typiquement, il y aura aussi ce retravail à refaire. Mais là, par contre, nous, on peut pas deviner les contre-porting que vous avez utilisés. Je ne sais pas si c'est une nomenclature anglaise, marocaine ou peu importe. Donc là, ça fait partie des travaux qu'évoquait tout à l'heure Nicolas quand il parlait de fait de modifier les schémas, réactualiser vos schémas de comptabilisation. Et la partie reporting en fait également partie. Alors, je profite, du coup, il y a une question sur la 1000 aussi, Nicolas. Donc, il y a une question en fait sur les versions. En fait, donc, on va essayer de faciliter ce paramétrage. En fait, ça va être fait sur les V11, mais également sur les V10. Il y a une question, avez-vous prévu un lien dans la base entre anciens comptes et nouveaux comptes? Non, ça me semble difficile, mais vous avez toutes les zones libres offertes par vos applicatifs. Les pièces jointes, tout ce genre de choses, pour documenter finalement les changements que vous faites. Est-ce que structurellement, ça ne peut pas être fait? C'est ce qu'évoquait Nicolas. Comme chacun a son propre plan comptable, ses propres nomenclatures, on peut pas les deviner, donc on ne peut pas avoir une équivalence définitive. Il y a plusieurs fois également la même question avec des années fiscales qui ne s'arrêtent pas au 31/12. Comment ça se passe dans ces cas-là? Donc, même chose, c'est ce qu'on a dit, donc c'est toujours applicable au premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025. Donc peut-être vous allez l'appliquer au 1er avril, au 1er juillet, enfin, selon votre date de clôture, ou à l'inverse, c'est ce qu'on a évoqué, vous pouvez très bien, vous avez la possibilité d'un point de vue légal d'anticiper. Donc si vous voulez utiliser dès maintenant, en fait c'était lié en fait à la publication de l'arrêté. Comme l'arrêté a été publié, vous pouvez anticiper. Bon après, ça peut générer un peu de complexité, mais légalement c'est possible. Il y a eu aussi, j'ai eu une question du coup sur la 100 en termes de sortie. Même chose, dans côté 100, il y aura une mise à jour qui est prévue en fait
fin octobre sur les versions SPC, donc les versions hébergées, et mi-novembre pour les versions on-prem. Il y a une question également relative aux ECF. Tu peux la lire Ouais. là. À quelle date ECF prendra en compte ces modifications? Alors, ce qu'on a prévu, donc ce que j'évoquais, c'est que donc post-campagne 2025, là, on va livrer en fait les nouveaux modèles de plaquettes. Et ensuite, vous aurez donc une seconde livraison, mais qui est liée cette fois-ci à la publication de l'EDI. Donc, globalement, les cahiers des charges de l'EDI, en fait, globalement, on les reçoit quand tout va bien. Donc, on devrait les recevoir au mois de décembre. On devrait commencer à les recevoir en décembre 2025. Et ensuite, globalement, en fait, c'est les derniers états, en fait, on les reçoit relativement tard. Donc, en général, au 31 mars. Donc, au 31 mars 2026, quelques jours près, vous aurez la totalité, en fait, de tous les feuillets avec toutes les nouvelles nomenclatures EDI tenant compte de cette réforme. Donc, 3 étapes. D'abord, les plaquettes en 2025 et ensuite, donc, la partie liasse fiscale avec les nouvelles normes EDI en 2026. Alors, il y a d'autres questions, mais qui sont très spécifiques à des solutions. Oui. Donc, peut-être qu'on reviendra vers vous pour y répondre. Je suis en train de checker. Il y a des questions bien spécifiques aussi à certains comptes. Les VNC, vous verrez dans le support, donc c'est des exemples qu'on vous a mis. Hein. Donc le 675 avec l'ISO 157, ça c'est justement on a pris ce genre d'exemple typique, donc ça vous l'aurez dans le support. Donc anticiper, oui, vous pouvez anticiper, vous pouvez utiliser les comptes en amende. Légalement, en tous les cas, d'un point de vue légal, c'est possible. Pas sûr que ça va simplifier la lecture pour vos tiers, mais d'un point de vue légal, c'est faisable. Il y a une question, si nous avons fait des paramétrages spécifiques sur les États, est-ce qu'il sera préférable de reprendre le nouveau paramétrage SAGE? Je ne sais pas, il faudrait regarder, mais à mon avis, vous pouvez appliquer probablement les modifications, rajouter vos propres modifications. Ça dépendra de l'étendue des modifications que vous avez faites. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que les changements soient suffisamment considérables pour que vous reveniez en arrière pour refaire ce que vous avez fait. Je pense qu'une mise à jour de ce que vous avez fait est plutôt la bonne solution. À voir. Nous arrivons à l'heure. Ah. Il reste des questions, il reste encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde par mail, hein, puisque nous avons vos adresses mail, donc on peut y répondre de manière personnalisée par mail, parce que là, nous arrivons au terme de cette session. Merci Francis, merci Nicolas, merci Magali, merci à tous pour votre attention. Donc, comme on vous le disait au début de cette session, elle a été enregistrée et vous aurez accès au replay dans les prochains jours. Enfin, c'est même dès demain que le mail va vous être adressé. Voilà, écoutez, merci de votre attention et à très bientôt sur un prochain webinar. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.